Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mathieu Metillon, directeur du recrutement, du développement RH et de la RSE chez Modis. Et je suis ravi de vous accueillir à Cœur Défense pour cette conférence Construire un avenir différent et inclusif pour conjuguer performance économique et performance sociale. Chez Modis et au sein de Ziadeco Group, cet engagement est chevillé au corps et à l'âme de beaucoup de nos collaborateurs qui sont fiers d'œuvrer au quotidien dans une entreprise et un groupe qui porte comme étendard ces valeurs d'humanité. Nous sommes, pour la plupart, à la recherche de ce supplément d'âme, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, cette quête de sens. L'envie de laisser une trace, ou du moins le sentiment d'avoir à son échelle pu participer à changer la donne. C'est sans doute une des formidables facultés de l'être humain que de pouvoir agir, positivement aussi, sur son environnement. Savez-vous qu'une personne sur deux dans sa vie sera confrontée personnellement ou via un proche à une situation de handicap, qu'elle soit temporaire ou irréversible? Si l'on considère que 80% de ces handicaps sont invisibles, comment agir en tant qu'entreprise, en tant que collaborateur et en tant que citoyen? Pourtant, l'urgence est là. 76% des travailleurs en situation de handicap ont un niveau d'études inférieur ou égal au bac. Comparativement, c'est le cas de 51% de la population française. Le taux de chômage des travailleurs en situation de handicap est de 19% aujourd'hui, c'est 2 fois plus que la moyenne française. Et enfin, si l'on considère le risque d'être face à une discrimination, il est 3 fois plus important chez une personne porteuse de handicap. Vous êtes ici, je n'ai pas besoin de vous convaincre de l'importance d'agir, mais des sujets se détachent clairement, et c'est sur cela que nous avons décidé de partager avec vous. Nous espérons que vous repartirez avec des idées, avec l'envie d'agir, d'impulser, d'essayer encore plus de faire bouger les lignes. Chez Modis, nous sommes convaincus que l'humain est notre premier avantage concurrentiel, à la fois par la force du collectif qu'il représente, mais aussi par l'exemple que chacun de nous peut être. Nous avons lancé cette année nos réseaux des alliés de la diversité et nous travaillons autour de 4 axes au sein des réseaux InclusUp: le handicap, les LGBT, la mixité sociale et le genre. Nos collaboratrices et nos collaborateurs en sont les premiers acteurs. Vous l'aurez compris, la thématique du handicap, comme celle de la diversité, au sein de Modis, nous ne la voyons pas comme une contrainte légale, c'est dans notre ADN, dans notre culture. C'est ce qui nous rend fiers et c'est notre richesse. Et en même temps, comment gérer une telle organisation, une telle entreprise, sans l'ambition d'avoir un impact positif sur ce qui nous entoure? De quoi se prive-t-on lorsqu'on ne mesure pas notre responsabilité sur ces sujets? Dans cette table ronde, nous vous proposons d'aborder le handicap avec nos témoins autour de 3 axes. L'accès à la formation pour les travailleurs handicapés, comment cultiver de la performance individuelle et collective, et enfin, en quoi créer de la richesse via l'inclusion contribue à générer de la performance. Sans plus attendre, je laisse la place à Gaëtan Maresco, responsable de la mission Handicap et Diversité et Inclusion au sein de Modis, qui va animer cet échange avec nos invités. Gaëtan, la place est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue et merci à toi Mathieu Motillon pour cette belle entrée en matière qui pose déjà finalement les bases des sujets de réflexion que nous allons aborder avec les invités qui sont à mes côtés et que je vous présente sans plus attendre. Donc bonjour Béatrice Leroux, vous êtes directrice de la formation Data Asperger chez Grenoble École de Management et je vous remercie de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui sur le site du siège de Modis à Paris La Défense. Kevin Bustamante, bonjour. Tu es le référent en matière d'accessibilité numérique chez Modis et c'est avec la plus grande attention que nous allons découvrir ton parcours dans quelques instants. Et sans plus attendre, eh bien, je vous propose d'aborder la toute première partie de notre table ronde de ce matin qui concerne l'accès à la formation pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et Béatrice, je me tourne vers vous afin que vous puissiez nous présenter le programme Data Asperger conçu par Grenoble École de Management. L'acronyme c'est GEM, je pense que ça va revenir souvent dans la matinée, et dont Modis est le parrain fondateur depuis 2018.
Pour information, cette formation s'adresse aux personnes qui sont diagnostiquées Asperger et qui souhaitent développer leurs compétences en informatique, plus précisément dans les data et le développement web. Béatrice, je vous laisse nous expliquer cette formation. Bonjour Gaëtan, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Merci de m'accueillir à cette table ronde. Pour parler de ce programme, j'aimerais bien revenir sur la genèse en fait, de ce programme-là qui remonte à 2017, moment où la direction de GEM a souhaité déployer un projet à impact social mené par des salariés de l'entreprise et autour d'un sujet prioritaire, l'emploi. Il y a donc un groupe de travail qui s'est constitué avec des salariés de l'école et puis des acteurs du monde extérieur, que ce soit des chercheurs, que ce soit des personnes de Pôle emploi, que ce soit des entreprises effectivement en différents secteurs, de la data entre autres, mais pas que. Et puis le travail mené par ce groupe de travail a abouti à une question. Qu'est-ce que l'on peut faire pour accompagner les personnes qui sont éloignées de l'emploi? Et puis à un constat, à savoir que les data sont un secteur, étaient et sont toujours un secteur en tension, avec un besoin de ressources accru. Il s'est avéré que dans le panel des personnes présentes, il y avait un parent dont l'un des enfants avait été diagnostiqué Asperger, et que du coup, cette personne-là, en écoutant et la question et le constat, a fait savoir effectivement que la personnalité, en tout cas les personnes Asperger, sont des personnes qui ont un intérêt tout particulier pour le domaine de la data. Alors, je tiens à faire une petite parenthèse parce que oui, ces personnes Asperger ont un intérêt tout particulier pour le domaine de la data, mais pas que. Elles sont aussi extrêmement présentes et puissantes dans de nombreux autres secteurs. Donc, je tiens à ce que l'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas non plus d'étiquetage ou de stigmatisation par rapport à cette dimension-là. Donc, des personnes particulièrement intéressées par le domaine de la data, et puis leurs particularités cognitives font que ce sont des atouts pour l'entreprise. Il a donc été décidé de retenir une idée, à savoir proposer une formation qui prendra en considération les particularités et les besoins, surtout des personnes Asperger, tout en répondant effectivement à un besoin du marché de l'emploi. Ce projet, une fois qu'il a été un petit peu plus finalisé, bouclé, a été présenté aux collaborateurs de GEM, je reprends l'acronyme, et dans la salle, à ce moment-là, il y a une collaboratrice qui s'est manifestée, qui elle-même avait été diagnostiquée Asperger et qui a souhaité pouvoir accompagner le projet, le mener à son terme. Elle l'a tellement bien mené à son terme qu'elle en est devenue la responsable pédagogique. Et on a pu en 2018 ouvrir la première promotion de ce programme Data Asperger qui avait deux axes, comme Gaëtan l'a dit, un axe dans le domaine de la data et un axe effectivement dans le domaine du développement web. La particularité toutefois de cette formation, c'est qu'on est effectivement sur un handicap invisible. Et Mathieu l'a signalé tout à l'heure dans son introduction, ce sont des handicaps qui sont de plus en plus prégnants dans le domaine du handicap en général. Ce que je souhaite souligner par rapport à cette formation-là, c'est qu'elle répond, déjà elle fait suite à un ensemble d'actions, elle est dans la continuité d'actions que l'école mène depuis de nombreuses années au travers de l'inclusion au sens large, que ce soit au travers de partenariats avec l'Institut de l'engagement ou des partenariats avec le monde des réfugiés ou encore effectivement des admissions post-bac pour les personnes handicapées. Et puis surtout, elle répond à un des objectifs de GEM, qui depuis le début de l'année 2020 est société à mission, à savoir surtout donner l'accès à une éducation de qualité pour tous et pour toutes. Merci beaucoup Béatrice, nous en savons plus, désormais un peu plus, sur la démarche inclusive de GEM et sur la genèse de la formation Data Asperger. Est-ce que vous pourriez maintenant nous apporter de l'information sur le mécanisme du dispositif, sur son évolution au cours de ces 3 premières promotions, et en quoi ce dispositif s'avère être tout à fait innovant en termes d'accès à la formation des personnes issues de la neurodiversité? Alors effectivement, on a démarré là en septembre et en octobre la 3e année de la vie de ce programme-là. Lorsqu'il a été lancé, on a changé effectivement différents éléments du dispositif. Lorsqu'il a été lancé, on était sur un programme avec 5 mois de formation à temps plein, puis 4 mois de stage en entreprise. On était sur une certification de Grenoble École de Management, et puis on avait un seul groupe à Grenoble. Cette année, on a décidé d'ouvrir 2 groupes, un à Grenoble, un à Paris. Et le changement majeur du dispositif, c'est qu'on est passé sur un titre. Alors quand je dis un titre, je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde. En tout cas, c'est une certification qui est reconnue
par le ministère du Travail, par France Compétences. Et on est sur 4 mois de temps plein et ensuite on est sur 1 an d'alternance. Donc ça, c'est vraiment un changement majeur dans le dispositif de la formation. Les plus de ce nouveau format, c'est ce que je disais, c'est d'abord un titre RNCP, France Compétences, c'est donc une reconnaissance sur le marché du travail. Et c'est aussi un élément de réassurance pour les étudiants, parce qu'on a souvent affaire à des personnes, que ce soit qui sont dans la continuité de leur bac ou de leur bac +1, +2, ou même des personnes en reconversion professionnelle qui ont eu des parcours scolaires plus ou moins chaotiques, plus ou moins douloureux, et où dans tous les cas, le doute est extrêmement présent. L'autre point fort de cette nouvelle dimension, en fait, c'est l'alternance, à savoir que ça permet surtout une arrivée douce et tranquille vers l'emploi. Ça, ce sont les particularités de la nouvelle formule. Innovant, alors oui, c'est un programme totalement innovant parce qu'il prend en compte les besoins individuels des participants. Et pour ce faire, on a 2 axes. Le premier, c'est ce qu'on va appeler les habiletés sociales. Donc c'est un module qui compte quand même 174 heures sur les 16 mois de formation tout compris. Et au travers de ce module, qui est un vrai plus dans la formation, qui s'inscrit à raison d'une journée complète par semaine, l'idée, c'est de permettre aux personnes présentes de comprendre les lieux de socialisation, les dynamiques sociales en entreprise, de pouvoir s'y inscrire, de pouvoir mieux comprendre les échanges informels qui souvent les dépassent totalement. C'est leur permettre aussi d'apprendre à exprimer leurs besoins en termes d'organisation, de lieu de travail, et ça leur donne confiance. C'est-à-dire qu'on établit dans ces contacts-là et dans ces moments-là des journées effectivement où l'expression est favorisée, ce qui n'est pas simple quand effectivement on est Asperger. L'autre dimension qui fait vraiment de ce programme un programme innovant, c'est ce qu'on va appeler l'accompagnement avec un job coach, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui sera dédiée à l'accompagnement en amont de la période en alternance et pendant toute la période en alternance. C'est un accompagnement pour l'arrivée dans l'emploi, pour sécuriser cette arrivée-là de part et d'autre. Et puis surtout, c'est un élément qui, dans sa continuité tout au long de l'alternance, est un des garants du maintien dans l'emploi. Parce qu'effectivement, l'arrivée dans l'emploi n'est pas simple, mais le maintien en emploi est encore plus difficile et plus compliqué. Cette démarche-là avec le job coach se fait, comme je l'ai dit déjà, en amont, avec une sensibilisation des équipes d'accueil, pour qu'elles comprennent un petit peu les particularités de la personne qui va arriver et les particularités du trouble qui est présent. Et puis, c'est un suivi de la personne et des équipes pendant toute la période en entreprise. Et c'est ce suivi sur la durée qui permet d'anticiper et de limiter les décrochages et les sorties de l'emploi. Merci Béatrice, nous avons hâte de pouvoir accueillir chez Modis à partir de janvier trois nouveaux alternants qui seront issus de la 3e promotion. Donc accueil à la fois sur notre site de Lyon et sur le site de Paris, ce qui est une nouveauté cette année. Kevin, je m'adresse à toi maintenant. Je te tutoie parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quelle manière tu as rejoint Modis et de quel dispositif tu as bénéficié dans le cadre de ton apprentissage? Bonjour à toutes et à tous. Merci Gaëtan, et je suis très heureux de pouvoir vous apporter mon témoignage aujourd'hui. Alors, mon aventure avec Modis, elle remonte en mai 2019. En fait, j'ai découvert Modis dans le cadre d'une opération, le Diodé. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce type de dispositif, c'est un dispositif qui est mené à l'échelle nationale avec un principe simple. Une personne en situation de handicap va passer une journée aux côtés d'un professionnel du monde de l'entreprise. Et donc en mai 2019, j'ai eu l'opportunité de passer une journée aux côtés de Laurent Graciani, président de Modis France. Une journée dont je garde encore aujourd'hui un très bon souvenir. Pourquoi ? Laurent m'a présenté l'entreprise et ses différentes activités, et j'ai aussi l'occasion d'échanger avec un certain nombre de collaborateurs. J'ai aussi voulu utiliser cette journée. À titre personnel,
je suis confronté à une problématique en tant que personne non-voyante, celle de l'accessibilité numérique. Et finalement, cette journée du Diodé me donnait la possibilité d'échanger, de dialoguer, de sensibiliser un dirigeant, le dirigeant d'une grande entreprise, sur cette question de l'accessibilité. Et j'ai donc rapporté mes outils adaptés, ma plage braille, ma synthèse vocale pendant cette journée. J'ai montré à Laurent comment il fonctionnait, et puis je l'ai sensibilisé à cette question de l'accessibilité, en lui montrant aussi l'impact que l'accessibilité a sur la vie des personnes en situation de handicap, et de la nécessité pour des entreprises comme Modis d'intégrer dans les solutions que nous développons des solutions innovantes, oui, mais surtout des solutions qui soient inclusives. Et donc Laurent était très sensible à mon discours et m'a encouragé à postuler chez Modis. À l'époque, j'étais étudiant, je me souviens, je devais faire un stage, j'avais déjà trouvé un stage, et donc j'ai gardé quand même en tête cette proposition de Laurent. Et 1 an plus tard, après avoir obtenu mon diplôme de développeur, j'ai envoyé ma candidature spontanée. Modis est revenu rapidement vers moi et m'a proposé un poste sur mesure. Un poste, en plus, sur le sujet qui me passionne, celui de l'accessibilité numérique. J'ai donc rejoint en alternance en septembre 2020 les équipes de Modis. J'ai eu un très bel accueil. Et j'ai la chance de faire partie d'une belle équipe. Et encore une fois, je souhaite le souligner. Et ma mission consistait à accompagner les équipes de Modis sur tous ces sujets relatifs à l'accessibilité numérique, les faire monter en compétence sur ces sujets. La mission handicap a procédé aux différents aménagements de poste, donc elle a financé une plage braille, une synthèse vocale. On a aussi organisé une visite des locaux pour prendre mes repères, pour être opérationnel, pour être autonome sur le poste de travail. C'était l'objectif et c'est l'objectif aujourd'hui. Et 1 an s'est écoulé et aujourd'hui, je suis très heureux parce que la collaboration avec Modis finalement se poursuit à l'issue de ce Diodé et à l'issue de cette alternance parce qu'en septembre dernier, j'ai signé mon CDI chez Modis. Et aujourd'hui, j'en suis très heureux. Voilà. Merci beaucoup, Kevin, toujours extrêmement inspiré et inspirant. Bravo. Ma prochaine question va être pour vous deux, Béatrice et Kevin, et je souhaiterais savoir quel constat vous dressez l'un et l'autre de la situation actuelle d'accès à la formation pour les personnes qui sont en situation de handicap, et quels seraient, selon vous, les potentiels axes de progrès, les différentes pistes de solutions. Béatrice, je vous invite à démarrer. Merci. Alors le premier constat, ce sera presque une banalité en fait, hein, c'est que les formations adaptées sont réellement trop peu nombreuses. Ça, je l'ai partagé avec une de mes collègues qui est la référente handicap à l'école, donc organisme de formation. Le constat est juste qu'il y a encore beaucoup à faire. Dans les deuxième et troisième constats, parce qu'il y en a plusieurs, je m'appuie sur un ensemble de recherches qui ont été menées, d'études, et je vais vous les livrer. Alors, vous livrer les éléments essentiels, il y aura quelques chiffres, mais ça me permettra effectivement de faire le lien avec l'introduction de tout à l'heure. À savoir qu'à la rentrée universitaire de septembre 2019, 37 502 étudiants en situation de handicap étaient recensés dans les établissements d'enseignement supérieur publics ou sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et dans les lycées publics et privés sous contrat. Ce qui est important de noter et ce qui, moi, m'a vraiment interpellée, c'est que la population des étudiants en situation de handicap a été multipliée par 4 en 15 ans. Il faut savoir que bon nombre d'élèves aujourd'hui font une entrée tardive dans le handicap invisible ou les handicaps invisibles en étant une des explications évidemment, et que la reconnaissance de ces handicaps-là s'effectue au fur et à mesure du parcours scolaire, parce que différents profils et parce qu'une non-formation, non-sensibilisation en amont des différentes structures, que ce soit scolaires ou j'ai envie de dire aussi associatives, c'est-à-dire toutes les
les occasions d'être en contact avec des enfants qui présentent des troubles, les personnes présentes ne sont pas forcément sensibilisées et formées à ce panel de handicap invisible. Ce qui est important aussi effectivement, c'est lorsque l'on observe un petit peu en détail l'augmentation des effectifs lycéens notamment, on constate qu'elle concerne surtout, c'est ce que l'on vient de dire, les troubles intellectuels et cognitifs et les troubles de l'apprentissage. Donc le constat de tout ça, c'est que l'augmentation, elle est constante et qu'elle le restera pour au moins les 10 ans à venir. Donc il y a une nécessité et une urgence, parce qu'on a déjà pris du retard, mais une fois que la prise de conscience est là, il faut juste embrayer, passer la vitesse supérieure et faire. Donc on n'a plus le temps effectivement d'attendre pour faire les choses. Le handicap invisible a des particularités qui font que ce que l'on va trouver comme solution pour une personne ne correspondra pas forcément à une autre. Parce qu'effectivement, on est sur des dimensions cognitives. Ce qui est réjouissant, en tout cas, c'est que le handicap invisible est de plus en plus identifié et reconnu. Et j'ai envie de dire, il devient visible. Et ça, c'est pour le plus grand bénéfice des personnes concernées elles-mêmes, de leur entourage et de la société dans son ensemble. Ça fait partie des constats. Voilà. Sur les axes de progrès, j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui se font et qu'il faut poursuivre. Kevin, tout à l'heure, parlait effectivement de différents outils. Alors, je pense que la digitalisation, typiquement, aussi bien des outils que des contenus, est un axe de progrès évident et on doit continuer. Tout ce qui concerne les évolutions technologiques, telles que tu l'as mentionné aussi, alors je pense à des moyens de compensation. Par exemple, la traduction simultanée automatique, qui vient vraiment en support des handicaps concernés. Il y a un autre point intéressant qui est l'internationalisation des universités et de l'enseignement supérieur, parce qu'il y a de belles pratiques et que je pense qu'il faut toujours avoir la sagesse de s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs. On a 2 pays en plus francophones, donc ça c'est une grande chance pour nous, à savoir la Belgique et le Canada, qui sont très en avance sur le domaine des sciences sociales, sur le domaine des sciences effectivement, du neurocognitivisme entre autres, et on les a à portée de main. Donc ça fait partie des démarches intéressantes pour pouvoir s'inspirer. J'ai envie de dire enfin que l'alternance, qui est de plus en plus demandée par les entreprises et par les apprenants, est aussi un axe de progrès parce que, comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est une opportunité pour rentrer sur le marché du travail en douceur et pour permettre aux équipes d'accueil de se familiariser avec le handicap quel qu'il soit. Merci Béatrice. Kevin, de ton côté, quels seraient donc les axes de progrès, les pistes potentielles ? Oui, alors déjà pour tout vous dire, moi j'ai suivi des études à la fois en milieu dit classique et à la fois en milieu dit adapté. Alors pour raconter un petit peu mon parcours scolaire et universitaire, après mon bac, j'ai intégré une école de commerce, Novantia Business School, où j'ai d'ailleurs obtenu mon bachelor en business development, cursus que j'ai d'ailleurs suivi par la voie de l'apprentissage et de l'alternance. Et c'est vrai que cette école de commerce n'avait jamais accueilli de personnes non-voyantes. Et donc il m'a fallu, dès mon arrivée, même dès la préparation du concours, échanger avec les équipes pour les former, leur expliquer ce qu'était le handicap et trouver avec eux des solutions pour que je puisse suivre les études de manière autonome et tout à fait opérationnelle. Et c'est vrai que pendant cette alternance, je me suis rendu compte aussi d'un besoin, notamment dans le domaine de l'accessibilité. Et à l'issue de ce cursus en commerce, j'ai voulu ajouter à ces compétences dites commerciales une compétence un peu plus technique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu intégrer une formation dans le développement informatique pour apprendre tout simplement à coder. Et c'est vrai que j'ai rencontré des difficultés pour trouver des structures de formation. J'en ai cherché pendant quelques mois. Ça n'a pas été simple. Alors, il y a des structures de formation qui étaient prêtes à me prendre, mais qui n'avaient pas cette connaissance, tout simplement. Ils n'avaient pas ils avaient cette ouverture, mais ils n'avaient pas forcément cette connaissance du handicap pour tout simplement enseigner le code à une personne non-voyante. Et c'est vrai que moi-même, ne maîtrisant pas à date tous les outils, les éditeurs de code, les navigateurs à l'époque, je ne me sentais pas forcément de faire toute cette sensibilisation. Finalement, j'ai réussi quand même à trouver un centre de formation, un CRP, un centre de rééducation professionnelle. Donc c'est un établissement dit spécialisé qui dispense des formations à des personnes non-voyantes. Et en l'occurrence, j'ai intégré une formation de développeur web. Et à l'issue de ces 2 ans,
Donc j'ai eu l'occasion de faire des stages, notamment. J'ai profité de certains outils adaptés qui étaient mis à notre disposition et j'ai obtenu mon diplôme. Alors si j'avais un message à transmettre à tous celles et ceux qui ont un projet professionnel, un rêve professionnel, ne vous focalisez pas essentiellement sur les dispositifs traditionnels. Il y a beaucoup aujourd'hui de dispositifs qui existent, qui permettent de se former, qui permettent de monter en compétences et donc de fait d'améliorer son employabilité. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Deuxièmement, et important de garder aussi à l'esprit, c'est vos objectifs. Vos objectifs. Alors oui, il y a des difficultés. Et c'est vrai qu'encore une fois, il y a encore beaucoup à faire dans le monde de la formation pour tout simplement monter en compétences. Et oui, l'accessibilité, c'est pas que pendant l'examen avec un tiers-temps. Non, c'est l'accessibilité pour rendre accessibles les supports de présentation. C'est la sensibilisation des enseignants. C'est l'accessibilité des modules de formation, des e-learning. C'est l'accessibilité aussi des sites internet, tout simplement pour candidater. Et oui, et ça c'est important aussi de prendre en compte cet aspect, parce que s'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'emploi. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que si on a envie, et moi c'est la philosophie, c'est rien à perdre, tout à gagner. Non mais c'est important. Et gardez à l'esprit votre projet professionnel. Et on le voit d'ailleurs, quand on voit des programmes comme le programme Asperger présenté par Béatrice, dispensé chez GEM, quand on voit la mobilisation des entreprises comme Modi sur le DOD, sur l'alternance, bah finalement, on va réussir. On va réussir collectivement. Et je pense qu'on a des possibilités. Le tout, c'est d'oser croire en ses rêves. Et permettez-moi de finir sur ce slogan. Tous différents, tous compétents. C'est le slogan de Modis, et c'est pas qu'un slogan, c'est une réalité sur le terrain. Béatrice a un complément d'information sur les pistes de solutions. Effectivement, et quand j'entends Kevin, je ne peux qu'aller dans sa direction, à savoir que nous, en tant qu'organisme de formation, dans les pistes de solutions, ce serait envisagé, c'est de développer les échanges entre les lycéens en situation de handicap et des professionnels comme rôle modèle. Kevin, tu voudrais bien être un rôle modèle pour des lycéens qui viennent nous voir? La démarche, effectivement, permet de répondre à deux objectifs aussi, c'est d'ouvrir le champ des possibles, comme tu viens de le dire, tout est possible, et de limiter l'autocensure, à savoir que ne pas s'arrêter en se disant « je suis en situation de handicap, je ne pourrais pas le faire ». Donc ça passe par du mentorat, ça passe par les DOD aussi, entre autres. Il y a un point d'attention et de vigilance malgré tout, et je le vois nous en tant qu'organisme de formation, c'est-à-dire qu'on a comme objectif et comme enjeu d'anticiper au maximum les besoins des personnes qui, en termes de besoins d'aménagement, anticiper ces besoins-là pour pouvoir répondre aux impératifs et à la réalité des personnes en situation de handicap. Toutefois, nous avons un devoir de lucidité et d'honnêteté quant à la faisabilité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi garder en tête de part et d'autre. C'est que, alors à l'impossible, nul n'est tenu, ça fait partie de ces phrases, mais qui sont aussi toujours une réalité. Il y a des réalités matérielles, logistiques, organisationnelles, administratives, pédagogiques et humaines. Et là, on répond dans ces cas-là au principe d'aménagement raisonnable que la loi prévoit, à savoir que l'on met en place ce qui est faisable au maximum de nos possibilités. C'est toujours à un instant T. Les possibilités peuvent évoluer, mais il faut toujours garder ça en tête. Je me tourne à nouveau vers vous, Béatrice, car nous allons envisager ensemble de quelle manière, en déconstruisant les stéréotypes, nous pouvons conjuguer à la fois performance économique, individuelle et performance collective. Alors, je vais surtout, pour ma part, insister sur la déconstruction des stéréotypes, parce que ça rentre dans le domaine de l'éducation. Il y a toujours 3 mots-clés qui m'accompagnent, c'est l'information, la sensibilisation et la formation, qui sont à la base de l'éducation. Et l'éducation, évidemment, c'est un vecteur d'ouverture et de compréhension.
Pourquoi former ou comment former pour déconstruire les stéréotypes? La démarche, en fait, dans ces cas-là, l'objectif, c'est de permettre de comprendre nos mécanismes cognitifs et les automatismes du cerveau qui sont à l'origine des discriminations. Parce que même qu'on le veuille ou non, nous sommes tous, à un moment donné, capables d'être dans la discrimination. La première discrimination, bien souvent, on le voit tous les jours, c'est par rapport à la différence. Parce que la différence inquiète, la différence fait peur. Et si on veut commencer à s'interroger sur nos rapports à la différence, la première question, c'est comment je traite la différence. C'est quand on commence à se poser ces questions-là que, effectivement, les stéréotypes et les mécanismes neurocognitifs peuvent évoluer. Il y a une question par rapport à la norme, par exemple aussi. C'est que ce que je le fais de telle façon parce que c'est comme ça doit se faire. Mais la question, c'est est-ce que ma norme à moi est la seule acceptable? Et quand on commence à rentrer dans ce genre de questionnement-là, effectivement, on s'ouvre un tout petit peu et du coup, la présentation, enfin la présence de personnes qui ont des normes différentes et qui ont des différences devient beaucoup plus acceptable. Pour répondre à ce genre de situation et ouvrir effectivement les champs de, on va dire, de conscience, j'aime à créer un certificat management et handicap depuis 2014. L'objectif de ce certificat, c'est surtout d'apporter des clés de compréhension pour aborder le handicap en entreprise de manière juste, sans préjugés et sans drama non plus. Parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple d'aborder des situations de handicap et des personnes en situation de handicap. Donc le premier point, former pour déconstruire les stéréotypes. Deuxième point, c'est former pour disséminer les connaissances. À savoir que lorsqu'un étudiant est formé, qu'il va en entreprise, dès qu'il arrive en stage, et a fortiori quand il sera ensuite en fonction, en poste, sa connaissance même du handicap lui permet d'avoir une reconnaissance et un accueil de collègues en situation de handicap qui sont facilités. Dans le même ordre d'idée, en fait, un étudiant formé est tout de suite un vecteur de sensibilisation et de formation auprès de collaborateurs lors de ses stages ou lors de son arrivée dans l'emploi, parce que effectivement, des personnes qui n'auront pas pu être formées pourront recevoir de l'information et de la formation par cet étudiant qui aura été sensibilisé. Et puis, le troisième axe de réflexion, c'est la sensibilisation en entreprise pour éliminer les préjugés. Et à nouveau, l'alternance est un des moyens, un des vecteurs extrêmement facilitateurs. Parce que lorsque vous vous retrouvez en tant qu'accueillant d'une personne en situation de handicap, la mise en situation fait que vous allez expérimenter. Et il n'y a rien de mieux que l'expérience et l'expérimentation pour pouvoir découvrir. Et à ce moment-là, effectivement, on peut faire bouger les lignes et les préjugés peuvent évoluer. Il y a, en termes on va dire de synthèse par rapport à ça, et je dirais que sur la déconstruction des stéréotypes et la sous-performance, je pense que faire évoluer les préjugés, faire évoluer les stéréotypes surtout, c'est comprendre que ce n'est pas tant le handicap qui est synonyme de sous-performance, mais qu'au contraire, ce sont plutôt des environnements non adaptés qui peuvent être source de sous-performance. Merci Béatrice. Je souhaite maintenant vous présenter et donner la parole à Mathieu Lepetit. Donc Mathieu, tu vas nous rejoindre au pupitre. Tu es chef de projet Salesforce et manager de plusieurs consultants qui justement sont issus de la formation d'Asperger sur le centre de service à Lyon. Et merci de ta présence aujourd'hui. Et est-ce que tu pourrais nous partager de ce fait ton retour d'expérience, nous dire comment toi, à ton niveau, tu portes le sujet de l'inclusion à travers ton management? Alors je commencerai par dire que mon expérience m'a permis de comprendre qu'on se construit beaucoup des préjugés autour de la différence, souvent cultivés par les normes sociales établies. Pour moi, le handicap réside dans l'œil de celui qui n'en a pas. En fait, je travaille depuis 2018 chez Modis et depuis 2019, on accueille des étudiants issus de la promotion Data Analyst Asperger. On est accompagné par une job coach qui nous permet d'accompagner les différents acteurs, que ce soit les équipes en interne ou les étudiants issus de la promotion, afin de les accueillir dans les conditions les plus optimales possibles. Mon expérience m'a amené à comprendre que les personnes ayant été diagnostiquées Asperger ont une approche bien plus factuelle que la nôtre, souvent. Souvent, les personnes avec qui j'ai eu l'habitude de collaborer chez Modis ont des méthodes un peu plus abstraites, vont avoir une logique un peu différente.
quand on travaille avec des personnes diagnostiquées Asperger, on doit adapter en fait ses méthodes managériales. Donc on apprend à être plus clair, plus détailliste dans le découpage des tâches attribuées pour, in fine, apporter un éclairage bien plus factuel sur les attendus, sur les consignes qui vont être données. Alors c'est vrai que cette méthode pourrait paraître un petit peu plus chronophage, parce qu'en amont, ça demande plus de travail. Par contre, sur la durée, ça permet vraiment de gagner en efficacité. Il faut, de toute façon, dans tous les cas, quand on est manager chez Modis et qu'on encadre les élèves Asperger, adopter une approche vraiment bienveillante, basée sur l'écoute. Mettre en place des échanges réguliers, c'est vraiment primordial pour pouvoir suivre en fait ce qui va être fait au quotidien par les étudiants qui travaillent, qui sont ou en stage ou embauchés en CDI par la suite. L'important, c'est d'arriver à instaurer un climat de confiance qui soit rassurant pour les différentes parties prenantes. Quand on travaille sur des projets, il y a des attendus en termes de performance, et c'est aussi sur ça que chacune des personnes qui travaillent chez Modis doit être accompagnée. Moi, je ne fais pas spécialement de différence quand j'accueille des étudiants qui sont diagnostiqués Asperger par rapport aux personnes qui intègrent Modis, les nouveaux embauchés. Pour moi, il y a des aménagements spécifiques qui peuvent être mis en place, effectivement, quand on accueille des étudiants Asperger chez Modis, pour favoriser l'accompagnement et le temps de travail des personnes handicapées au sein de l'entreprise. Ces aménagements, pour moi, n'ont un effet que bénéfique, parce qu'elles mettent les personnes dans une situation plus rassurante, plus confortable, et je pense que c'est bénéfique pour tous. Alors après, il est clair que dans tout recrutement, dans toute mission, on peut rencontrer des succès, on peut rencontrer des échecs. Intégrer de nouvelles personnes au sein d'une équipe, c'est de tout temps un défi, mais aussi un pari. Finalement, accompagner de nouveaux collaborateurs, porteurs de handicap ou non, nécessite d'adopter une approche plus flexible, plus conscientisée sur les éléments à mettre en place au quotidien et nécessaire au succès d'une nouvelle intégration. C'est ce qui participe aujourd'hui à la force de Modis au travers de ce programme d'inclusion en partenariat avec Grenoble École de Management. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Alors Kevin, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est important de déconstruire les stéréotypes sur le handicap pour engager de la performance individuelle, la performance collective, et comment peut-on le faire? Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je le constate directement sur le terrain. Quand je suis amené à former sur toutes ces questions relatives à l'accessibilité numérique, mes collègues, déjà très curieux, très volontaires, prennent fait et cause pour cette question de l'accessibilité. Et c'est une réalité. Ils viennent me voir, posent des questions, me demandent « Tiens Kevin, est-ce que tu peux tester dans la page que je viens de coder avec tes outils adaptés ?» Certains vont même aller plus loin. D'ailleurs, ça me surprend, ils installent carrément la synthèse vocale sur leur ordinateur. Et puis ils testent. Et d'ailleurs, on peut même le dire, c'est que cet engagement de leur part, on la retrouve à tous les niveaux. On le retrouve au niveau managérial, côté direction. Moi, quand j'assiste à des réunions et que je vois que les managers parlent d'accessibilité pour insuffler ce mindset de l'inclusion, je trouve ça beau. Et quand vous échangez avec des stagiaires, des alternants, qui, après quelques jours, avoir rentré chez Modis et vont parler d'accessibilité, on dit mais on a quelque chose là. Et c'est un fait. Moi, je prends l'exemple. J'avais un collègue l'année dernière, avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui a fait son mémoire sur l'accessibilité numérique. Donc finalement, ça va bien au-delà des mots. On a des personnes qui sont engagées et qui veulent, alors c'est peut-être bateau ce que je veux dire, mais qui veulent changer le monde. Et je pense que aborder le handicap par le biais de l'accessibilité, alors en plus je pense que dans nos métiers ça a du sens, le handicap est source d'innovation. Eh bien je pense que ça leur donne du sens dans leur travail. Et oui, ça participe à la déconstruction des stéréotypes. Alors, cette déconstruction des stéréotypes, elle est aussi rendue possible grâce à la culture qui est insufflée. Alors, nous par exemple, Mathieu en a parlé tout à l'heure, on a initié 2 communautés, une communauté Incluse Up, donc qui a vocation à parler
de diversité et de handicap, au sens large. Et puis on a une autre communauté sur l'accessibilité numérique pour sensibiliser nos collaborateurs à ce sujet. Et au travers de ces communautés, on va publier des posts, de l'actu. On va aussi organiser des webinars. Par exemple, on a un webinar qui va porter sur le braille en janvier prochain. Et c'est finalement toutes ces actions qui sont menées par la mission handicap, par la cellule RSE, par cette démarche que nous menons en interne au travers de l'accessibilité, en prenant l'angle de l'innovation, qu'on va participer aussi à la déconstruction de ces stéréotypes. Et on va réussir. Ça, j'en suis convaincu. Et on a la chance, en tout cas chez Modis, d'avoir cette liberté de le faire. Et aujourd'hui, on peut en être fier. Merci à nouveau, Kevin. Avec pareille motivation, nul doute qu'on y arrive rapidement. Anaïs Grand, je te demande de bien vouloir nous rejoindre sur ce plateau à ton tour. Donc, tu es manager et collègue de Kevin au quotidien. Tu es très impliqué toi-même sur le sujet du handicap et plus globalement sur les sujets liés à la diversité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée l'arrivée de Kevin dans les équipes et en quoi ça a aidé là aussi à déconstruire peut-être quelques préjugés ? Bonjour. Alors oui, c'est un plaisir d'en parler. L'arrivée de Kevin dans nos équipes, elle s'est très bien passée. Il est arrivé avec cette compétence de développeur informatique. Et il a été reconnu comme tel par ses collègues parce qu'il est développeur, certes, mais il est même un très bon développeur. Et le stéréotype, le préjugé, ça a été quand même l'équipe, avant de l'accueillir, était surprise en se disant « Mais comment peut-on coder, développer des sites informatiques sans utiliser la souris et l'écran ?» Si vous venez nous rendre visite, vous verrez que sur le poste de travail de Kevin, il n'a ni souris ni écran. Eh bien ça, c'est des choses qu'on a appris. On a déconstruit les stéréotypes en observant Kevin travailler. Donc je fais une petite parenthèse, hein. Kevin l'a précisé, il a des outils adaptés qui lui permettent d'avoir un poste de travail aménagé. Mais ce qui a été intéressant pour notre équipe, c'est de réaliser qu'effectivement, coder sans souris et sans écran, ce n'est pas une pénalité. Au contraire, c'est quelque chose qui nous amène à avoir plus de qualité dans notre travail. Et donc, comme le disait Kevin tout à l'heure, hein, les personnes se sont appropriées ces façons de travailler. Et on produit aujourd'hui, j'espère en tout cas, et je le dis, des sites de meilleure qualité parce qu'on est capable de se mettre dans la peau de plusieurs visiteurs de nos sites web, par exemple. On a appris à repenser des fonctionnalités d'un site. Et ça, c'est important de le dire, l'accessibilité, elle sert à tous. C'est-à-dire que si on rend une fonctionnalité peut-être plus accessible, hein, c'est le terme qu'on emploie, donc plus facile à appréhender par une personne en situation de handicap, en réalité, elle le sera pour tout le monde, n'importe quel visiteur qui viendrait consulter notre site internet. Un exemple aussi de qualité améliorée, Kevin le disait tout à l'heure, et ça faisait partie de tout un pan de ce qui a été discuté. Si on veut favoriser l'inclusion du handicap en entreprise, il faut aussi permettre la formation, mais après ça, le fait de pouvoir postuler, de pouvoir candidater. Bon, voilà, aujourd'hui, quand on développe des pages web qui permettent de postuler en ligne à des offres d'emploi, quand on a cette démarche de se mettre dans la peau d'un visiteur qui aura des difficultés et qu'on rend accessible, appréhendable ces fonctionnalités, on favorise aussi l'inclusion du handicap en entreprise, voilà, à notre échelle. Et petit clin d'œil aussi sur ce mot inclusion. Je pense que l'arrivée de Kevin dans notre équipe, elle nous a apporté ça aussi, qu'on a appris à inclure d'autres corps de métier avec nous. C'est qu'on ne reste pas juste entre équipes techniques, développeurs, chefs de projet. On a appris à élargir aussi et à travailler avec d'autres parties prenantes. Donc on intègre maintenant des designers, on met le client aussi, les clients qui nous commandent des sites web sont partie prenante aussi dans toute cette discussion. Les designers, les développeurs évidemment, les webmasters, donc ceux qui vont enrichir les sites avec du contenu. Tout le monde a appris à travailler ensemble, ça c'est quelque chose qui s'apprend, hein, et c'est quelque chose qu'en tant que manager on doit insuffler. Et j'ai oublié ma phrase, c'est pas grave. Voilà, et non, ce que je voulais dire, oui, c'est qu'on ajoute de la valeur en fait en proposant des ateliers qu'on ne proposait pas précédemment dans nos jalons projets, quand on apprend à tous travailler ensemble.
Et je vais faire un clin d'œil aussi à GEM, c'est que j'ai pu partager cette expérience qu'on a vécue avec Kevin dans le cadre du certificat management et handicap. Donc j'étais référente pour ce programme partagé avec des étudiantes qui, elles, ont vocation, quand elles intégreront l'entreprise, à favoriser l'inclusion du handicap. Et donc on a partagé autour de cette expérience. Et notre conclusion, c'était de se dire qu'une équipe n'est pas handicapée quand elle accueille des personnes en situation de handicap. Et je dirais, là je rebondirais sur ce que tu disais Mathieu tout à l'heure, c'est que quand on se rend compte qu'on adapte nos façons de fonctionner et nos méthodes, en réalité l'accessibilité va servir à tous. Parce que quand on apprend à être clair, même en tant que manager, à donner des consignes claires, à donner un cadre clair, quand on apprend par exemple à pas juste présenter des écrans avec des captures d'écran en disant ici, là, là, mais qu'on prend le temps de bien expliquer, en fait, on enlève les blocages dans une équipe. Donc le handicap, il se situe peut-être ailleurs. Il se situe là où on ne l'attend pas. Le handicap, c'est peut-être quand on ne prend pas le parti de se rendre compréhensible par tous. Mais voilà, en tout cas, une équipe qui accueille des personnes en situation de handicap n'en est surtout pas handicapée. Au contraire, elle en est enrichie. Merci beaucoup, Anaïs. Nous abordons maintenant la troisième partie de notre rendez-vous. Et Kevin, je m'adresse à toi afin que tu puisses nous dire en quoi créer de la richesse. Et je rebondis donc sur le dernier mot qu'a prononcé Anaïs à l'instant. En quoi créer de la richesse via l'inclusion peut-elle contribuer à générer de la performance économique? Et surtout, comment l'entreprise en est-elle finalement l'actrice en son sein? Tout à l'heure, d'ailleurs je l'ai dit, le handicap comme la diversité, c'est source d'innovation. Voilà, et ça je pense que c'est important de le garder à l'esprit. Et je me souviens d'une phrase pendant mon DOD que Laurent a répétée. Cette phrase d'ailleurs m'a beaucoup marqué, ça m'a poussé d'ailleurs à postuler chez Modis. La performance économique vient avec la performance sociale. Et en ayant cette phrase, je me suis dit, bah chiche, justement, on va faire de l'accessibilité. Et on le voit finalement. Alors oui, c'est de la performance économique, performance sociale, mais l'accessibilité numérique en est la preuve. On est parti finalement d'un besoin réel, d'un besoin universel. On pourrait même parler d'une problématique sociétale, celle de l'exclusion numérique de certaines personnes en situation de handicap. Et finalement, on a innové. On a interrogé nos process dans l'optique de proposer des solutions, oui, innovantes, et aussi inclusives. Des solutions qui n'ont pas vocation à discriminer, mais au contraire, à inclure. Parce que c'est notre rôle en tant qu'acteur majeur et mondial dans les nouvelles technologies. On se doit de créer des sites de e-commerce accessibles pour permettre aux utilisateurs, quels qu'ils soient, de tout simplement pouvoir faire ses courses, par exemple. On doit permettre à cet étudiant en situation de handicap, s'il a envie de télécharger son cours, de tout simplement pouvoir le faire. On doit permettre aussi à ce citoyen qui a envie de procéder aux démarches administratives qui sont aujourd'hui de plus en plus dématérialisées. On doit lui donner ce droit, tout simplement. On doit aussi donner cette possibilité à ce salarié qui a été embauché par cette entreprise, si ce salarié est en situation de handicap, de pouvoir réaliser les missions qui lui sont confiées via l'intranet de son entreprise. Voilà. Je pense que c'est important de garder à l'esprit cette volonté, et c'est au travers finalement de ce type de démarche de l'accessibilité. Oui, c'est la performance économique, mais c'est surtout de la performance sociale. Parce que c'est notre rôle, c'est notre devoir finalement. Et c'est finalement au travers de ce type de démarche qu'on va pouvoir finalement, au sein de cet écosystème, on pourrait même parler, en emmenant tous les collaborateurs, tous nos partenaires, nos clients, qu'on va pouvoir finalement créer cette société, bâtir cette société, une société plus solidaire,
plus humaine et surtout plus inclusive. Avec, encore une fois, clin d'œil à notre secteur, un numérique durable, responsable, plus éthique et surtout plus inclusif. Et c'est le défi que nous nous sommes lancés collectivement et qu'on va relever, j'en suis convaincu. En tout cas, nous le devons. Béatrice, je vous laisse la parole sur le sujet. Alors, c'est pas simple hein, de reprendre la parole derrière Kevin et son enthousiasme. Je vais tenter quand même de poser deux, trois éléments. Dans la question, effectivement, se trouve le sujet de la performance économique. Alors, de mon point de vue, je pense qu'il est raisonnable d'envisager la performance économique à moyen et long terme, parce qu'on l'entend au travers de tous les témoignages jusqu'à être exprimés. Le fait de déconstruire les schémas peut prendre du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les processus d'intégration, de formation, de transformation, effectivement, nécessitent eux aussi du temps. C'est l'évolution de toutes les pratiques. Le deuxième aspect de la question, comment l'entreprise en est-elle l'actrice en son sein? Ben, j'ai envie de dire le simple fait, et on l'entend là, d'accueillir la différence fait de l'entreprise qu'elle est actrice elle-même pour sa propre performance économique. Il y a deux axes dans cette réflexion-là pour moi, et ça rejoint exactement ce qu'Anaïs et Kevin viennent de nous dire. Le premier axe, c'est qu'accueillir la différence amène à une plus grande ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit permet de faire de la place à la créativité, et la créativité, par voie de conséquence, facilite l'innovation. Je crois que l'innovation est quand même un des leviers de la performance économique. Et on est là dans un cercle vertueux. Le deuxième axe qui accompagne cette réflexion-là, c'est à nouveau le fait d'accueillir la différence. Ça nécessite de développer des capacités d'adaptation. Et lorsqu'on s'adapte, on gagne en souplesse et en flexibilité. Et ces deux qualités-là, alors que ce soit souplesse et flexibilité intellectuelle, organisationnelle, à un niveau individuel ou collectif, et ces deux qualités-là sont précieuses et d'une grande richesse pour les entreprises et pour la société du coup dans son ensemble. Parce que, et on le voit sur les dernières années avec ce qu'on a vécu et ce qu'on traverse encore, lorsqu'il faut apporter des réponses à des situations économiques nouvelles ou inconnues, c'est quand même bien effectivement la souplesse, la flexibilité et donc notre capacité d'adaptation qui nous permet de poursuivre le chemin. Et donc j'ai envie de dire que ces qualités-là sont des garantes de la pérennité de l'entreprise et elles peuvent effectivement venir soutenir la performance économique. J'ai entendu parler d'écosystème, donc je vais conclure mes propos par une belle image avec la nature, parce que je pense qu'elle est source d'inspiration sans limite et qu'il faut lui faire confiance. Et on s'aperçoit que c'est dans les écosystèmes où les plus diversifiés en espèces, où l'on trouve les terreaux les plus fertiles. Avant de conclure cet événement, je souhaite te céder le micro, pardon, Mathieu, pour la conclusion de cette belle table ronde. Et je souhaite aussi remercier nos intervenants de ce jour, Béatrice Leroux, Kevin Bustamante, Anaïs Grand, Mathieu Le Petit, pour vos témoignages inspirants, dynamiques, énergiques. Et je tenais également à remercier toute l'équipe de la communication chez Modis qui nous a permis de mettre en place ce bel événement. Mathieu, je te cède le micro. Merci, merci Gaëtan. Déjà, peut-être je veux juste vous partager mon état d'esprit. Je suis très fier de tous les témoignages qu'il y a eu. Ça me donne aussi beaucoup d'espoir sur le fait que l'enthousiasme avec lequel ils ont été faits aussi éveille en chacun de nous, qu'on soit la maille collaborateur, citoyen, l'envie de faire quelque chose à notre échelle. Donc merci à nouveau, merci à tous et merci bien sûr, comme tu l'as dit, à tous ceux qui ont permis que cet événement ait lieu. C'était pas facile de préparer en amont une synthèse, alors je l'ai pas fait, mais moi j'étais dans l'auditoire et du coup j'ai essayé de retenir quatre choses. Alors la synthèse n'était pas facile, il fallait choisir. La première chose que j'ai envie de retenir et qu'on peut peut-être prendre dans ses bagages, c'est que comme le sujet du handicap, comme le sujet de toutes les discriminations, on a chacun un rôle individuel à jouer sur
l'éducation autour de nous, l'éducation peut-être de nos enfants, si on a la chance d'en avoir, sur le fait de les former, et ensuite devenu plus grand, peut-être sur la possibilité d'expérimenter. Et ça, pour moi, ça rayonne bien au-delà du cadre de l'entreprise et du cadre de l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Le deuxième, et qui là, faisant partie d'une entreprise technologique, me donne aussi beaucoup de sourire, c'est que les technologies, elles doivent permettre de faire évoluer nos pratiques, de mieux inclure toutes les formes de handicap et de diversité au sein de l'entreprise dans le monde de l'éducation, pour aussi adresser ce sujet majeur qui est le sujet du développement des compétences pour les personnes en situation de handicap. Et en ce sens, grâce à toi, Kevin, Modis est aussi un acteur de ça. Et ça peut nous rendre tous très fiers. Le troisième enseignement que j'ai envie de tirer, c'est qu'en fait, la performance, on a parlé beaucoup de performance, d'inclusion, etc. On voit que le fait d'accueillir la différence dans l'entreprise, ça remet en cause nos pratiques managériales, ça remet en cause aussi l'approche qu'on peut avoir des projets chez nos clients, et que finalement, eh bien, ce qu'on a acquis pour permettre de travailler cette inclusion, elle va servir au bien commun, elle va servir au sens général, et que par là même on s'améliore, et que la performance, elle est bien sûr individuelle pour toutes les personnes qu'on peut intégrer et à qui on offre des horizons professionnels et académiques qui n'existaient pas avant, mais finalement elle participe à nous améliorer au quotidien et dans nos tâches, on va dire, habituelles. Et pour le coup, on crée une performance globale. Et le dernier point, qui est quelque chose avec lequel je vous laisserai repartir, c'est que finalement on a vu que ce soit la jeunesse du programme GEM, où c'est une personne qui a levé la main en disant moi j'ai cette situation, on peut faire quelque chose, que ce soit des initiatives individuelles de gens qui se sont engagés chez nous ou ailleurs, que ce soit la volonté d'une personne en situation de handicap de trouver en tout cas la solution pour atteindre ses rêves, comme disait tout, je crois, et se dépasser, et Kevin. Eh bien en fait il y a beaucoup de choses qui sont parties d'initiatives individuelles, des choses parfois petites, des choses plus grandes, parfois aussi avec des ambitions mondiales pour tout par exemple, mais c'est un peu ce que je disais en intro probablement, et je m'arrêterai là, c'est que on peut probablement chacun faire bouger les lignes à notre échelle pour avancer vers plus d'inclusion, pour comme tu disais Kevin, changer le monde, changer les choses, c'est une belle ambition. Voilà, et je vous laisse repartir avec ça. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu autant de plaisir que moi à écouter ces témoignages. Et je crois qu'on a un moment de convivialité qui nous attend juste après. Voilà, donc merci à tous et merci d'être venus. À bientôt. À bientôt.